Au cours des 4 dernières décennies, ce pays a été témoin d'un changement sismique dans la distribution de la richesse et des revenus. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait étayé par des données. Le coefficient de Gini, les rapports de l'IRS, les études économiques, tous brossent le même tableau. La richesse a glissé de la base et du centre de notre société vers une élite au sommet. Résultat, la classe moyenne, cette colonne vertébrale de la nation, s'effondre. Et ce n'est pas tout. Une pandémie dévastatrice, une inflation qui mord sans pitié et une sensation de déclin global ont frappé sans relâche la classe ouvrière. Cela vous semble-t-il familier? Ça devrait. Faisons un rapide bilan. Au cours des 40 dernières années, les États-Unis ont perdu du terrain. Défaite au Vietnam, en Irak, en Afghanistan et maintenant un cul-de-sac en Ukraine. Pendant ce temps, l'inflation continue de presser. Les emplois stables s'évanouissent et le rêve américain ressemble davantage à un mirage. La classe ouvrière n'est pas seulement blessée, elle est furieuse. Elle se sent piégée, sans issue. Et lorsque le désespoir s'empare d'une société, l'histoire nous enseigne que les extrêmes gagnent du terrain. Regardez l'Allemagne des années 30. Une classe ouvrière dévastée, humiliée par la défaite et la crise économique, a ouvert la porte à un leader qui promettait de restaurer la fierté et d'écraser les ennemis. Tous les Allemands ne l'ont pas suivi, mais assez l'ont fait pour changer le cours de l'histoire. Cela vous parle-t-il? Ça devrait résonner. Maintenant, ouvrez les yeux sur le présent. Ce matin, un titre m'a arrêté net. Le président Trump a ordonné au vice-président Vance de purger l'Institut Smithsonian de ce qu'ils appellent une idéologie anti-américaine. À quoi cela me fait-il penser? Aux années 50, lorsque le Comité des activités anti-américaines poursuivait des citoyens pour leurs idées, détruisant des vies et des carrières. Des figures comme Bertolt Brecht et Charlie Chaplin ont été expulsés du pays pour avoir pensé différemment. Nous pensions avoir appris la leçon, que ce chapitre sombre appartenait au passé. Mais nous y voilà, répétant le même scénario. Est-ce le prélude à quelque chose de plus grave? Un écho des années 30 en Allemagne, ou juste un faux pas temporaire? Je ne sais pas, mais l'histoire ne ment pas. Et puis, il y a le contexte global. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient le roi incontesté. L'exceptionnalisme américain était plus qu'un slogan, c'était une réalité. Mais personne n'était préparé à la fin de cette ère. Pour la première fois en un siècle, nous avons un rival économique de poids. La Chine, avec un PIB de presque 20 000 milliards de dollars, comparé à nos 28 ou 29 000 milliards. La Russie, avec son PIB de 3 000 milliards, n'est pas un concurrent économique, mais un adversaire militaire avec une fronde nucléaire. Mais la Chine est différente. Avec la Russie, ils forment un bloc qui défie notre hégémonie. La classe ouvrière américaine, élevée dans l'idée que nous sommes intouchables, n'était pas prête pour cela. Et la frustration explose. Réveillez-vous. La classe ouvrière n'est pas seulement en colère, elle cherche des réponses. Et lorsque les réponses traditionnelles échouent, les solutions extrêmes trouvent un terrain fertile. La question n'est pas de savoir si l'histoire se répétera, mais comment elle le fera. Allons-nous apprendre cette fois, ou continuerons-nous à ignorer les signaux jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Éveillez votre curiosité et découvrez le secret derrière l'essor global. Voici le texte avec des phrases conçues pour capter l'attention du spectateur, sans altérer le contenu original. Préparez-vous pour un voyage fascinant à travers les idées qui façonnent le monde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains pays prospèrent, tandis que d'autres luttent? Ce ne sont pas seulement les politiques ou les dirigeants, c'est quelque chose de plus profond, enraciné dans la manière dont nous organisons le travail et le pouvoir. Ici, aux États-Unis, nous nous voyons souvent comme détachés de ces dynamiques globales, mais la vérité est que nous sommes profondément connectés, surtout lorsque nos idées se filtrent à travers des publications comme The New Yorker. Ouvrez les yeux à une nouvelle perspective. Explorons comment la Chine, en particulier, nous montre une nouvelle manière de comprendre le capitalisme et pourquoi elle pourrait bien mener la danse. Ne manquez pas ça. La Chine n'est pas seulement une puissance économique, c'est une expérience audacieuse. Comme nous l'avons vu auparavant,
Le capitalisme n'est pas statique. Il évolue, s'adapte, passant par des phases pour survivre. À ses débuts, c'était une affaire privée, avec de petits entrepreneurs menant la danse. Mais le grand krach de 1929 a tout changé, plaçant le gouvernement au centre de la scène pour sauver le système. Après la Seconde Guerre mondiale, cependant, il y a eu un retour en arrière. Le gouvernement a été relégué et le marché est redevenu roi. Vous et moi avons grandi dans cette ère de gouvernement réduit, mais des figures comme l'ancien président Trump ont marqué la fin de cette phase. Voici le tournant. Maintenant, la Chine nous offre une nouvelle perspective. Êtes-vous prêt à voir comment? Cela va vous faire tout repenser. Le capitalisme, à son essence, repose sur la relation entre employeurs et employés. Que ce soit dans une petite boutique ou une méga-corporation, il y a un petit groupe, les propriétaires, les directeurs, les conseils d'administration, qui prennent les décisions, tandis qu'une masse de travailleurs exécute les ordres. Cet excédent, produit par le travail, va aux gens d'en haut, pas à ceux d'en bas. Cette structure, pour moi, est le cœur du capitalisme. Et peu importe si elle est gérée par le privé ou par l'État, la dynamique reste la même. La Chine, avec son mélange unique d'un État puissant et d'un secteur privé vibrant, n'est que la dernière variation de cette formule. Continuez à lire pour découvrir pourquoi cela importe. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Vous n'allez pas croire ce qui suit. Nous avons vu d'autres formes de capitalisme auparavant. Le modèle de libre marché de la Grande-Bretagne et des États-Unis, avec un gouvernement minimal. Puis, l'intervention massive de l'État pendant la Grande Dépression, inspirée par Keynes. Il y a aussi le modèle scandinave, avec des impôts élevés, des services sociaux généreux, mais toujours avec des entreprises privées au cœur. Et n'oublions pas l'Union soviétique, qui se proclamait socialiste, mais qui, à mon avis, ne l'était pas. Elle a simplement remplacé les capitalistes privés par des bureaucrates étatiques, maintenant la même hiérarchie employeur-employé. Les travailleurs restaient sans pouvoir et l'excédent allait à une élite, mais cette fois une élite étatique. Voici le grand secret de la Chine. La Chine, cependant, est quelque chose de nouveau. C'est un mélange audacieux, un État fort, dirigé par le Parti communiste, travaillant main dans la main avec un secteur privé dynamique. Moitié-moitié, une alliance qui a propulsé la Chine de la pauvreté à une superpuissance en un temps record. Réfléchissez-y. En quelques décennies, la Chine a transformé son économie et sorti des centaines de millions de personnes de la misère. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une forme de capitalisme qui fonctionne pour ses objectifs, surmonter un siècle d'humiliation, de sous-développement, de retard technologique. Pour la Chine, comme pour une grande partie du Sud global, Afrique, Asie, Amérique latine, le défi n'était pas de choisir entre capitalisme ou socialisme. Il s'agissait d'échapper à la pauvreté, et la Chine y parvient à sa manière. Cela va changer votre façon de voir le monde. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? La Chine n'est pas la fin du capitalisme, mais une preuve de sa capacité à se réinventer. Tout comme les monarchies absolues furent le point culminant du féodalisme, le modèle chinois pourrait être le sommet du capitalisme actuel. Mais est-ce durable? Et que nous enseigne-t-il sur notre propre système? Ne restez pas en arrière, restez avec ces questions, car le monde change rapidement et la Chine donne le tempo. Vous êtes-vous déjà demandé comment un pays peut transformer la vie de milliards de personnes en seulement quelques décennies? Préparez-vous pour un voyage fascinant. La Chine l'a fait, brisant les moules et défiant le monde. Pour la grande majorité, il ne s'agit pas seulement de laisser la pauvreté derrière, mais de découvrir ce que signifie vraiment vivre avec un but et une dignité. Le Parti communiste chinois a compris cette vérité profonde et, s'éloignant du chemin soviétique, a tracé une voie unique. Voulez-vous savoir comment ils l'ont fait et comment nous pouvons les surpasser? Continuez à lire, car cela va vous surprendre. Alors que le monde observait, la Chine a parié sur une expérience audacieuse, un hybride économique qui combine l'énergie du secteur privé avec un contrôle étatique strict. Imaginez le risque. Ils ont permis à l'initiative privée de prospérer, mais toujours sous leur regard vigilant.
Maintenant, la moitié de l'économie entre leurs mains. Cela pouvait-il échouer? Bien sûr. Cela pouvait-il changer le monde? Sans aucun doute. Et nous voilà, en 2025, contemplant les résultats. La technologie de pointe qui définit notre ère porte deux sceaux, les États-Unis ou la Chine. L'Europe, avec 500 ans d'histoire et de préparation, s'est retrouvée à la traîne. Où est son Apple, son Microsoft, son BYD? Il n'existe pas. Parlons de BYD, car cette histoire va vous captiver. Cette entreprise chinoise fabrique les meilleurs et les moins chers véhicules électriques au monde. Pour seulement 30 000 $, vous pouvez avoir un véhicule de premier ordre. En Europe, leurs voitures sillonnent les routes car elles ne font pas face à des droits de douane de 100%. Mais aux États-Unis, c'est une autre histoire. D'abord, Trump a augmenté les droits de douane à 27,5%. Puis, Biden les a fait grimper à 100%. Résultat, cette voiture de 30 000 $ vous coûte 60 000 $ sur le sol américain. Ainsi, les Américains optent pour des alternatives de GM, Ford ou Tesla, qui sont bonnes, mais plus chères et moins compétitives. Saviez-vous que Warren Buffett, l'investisseur légendaire, possède une grande partie de BYD? Il ne s'arrête pas à des préjugés de la guerre froide. Cet homme sait où se trouve l'avenir. Mais cette histoire de droits de douane n'est que la partie émergée de l'iceberg. Elle révèle une vérité inconfortable. Les États-Unis, avec des figures comme Elon Musk en tête, commencent à être perçus comme un problème que le monde veut contenir, presque comme on voyait le communisme soviétique autrefois. La Chine, avec son capitalisme contrôlé, est arrivée au bord de quelque chose de nouveau. Mais voici la grande question. Est-ce durable? Son modèle rappelle l'Europe féodale. Les mêmes rois qui ont construit le majestueux Versailles ont fini par affronter la guillotine. Calmez-vous, je ne prédis pas des révolutions, mais la leçon est claire. Les grands exploits entraînent de nouveaux défis. Alors, que faisons-nous? Comment surpasser la Chine? Leur système a sorti des millions de la pauvreté, mais il n'est pas parfait. Ils font face à des déséquilibres économiques, des tensions sociales et des problèmes qui commencent peu à peine à émerger. La clé est de repenser la manière dont nous organisons la production et la richesse. Le modèle traditionnel, quelques-uns au sommet donnant des ordres tandis que la majorité travaille en bas, est le véritable obstacle. Il est temps d'innover. Pour surpasser la Chine, nous devons oser revisiter les idées de Marx, non comme un dogme, mais comme une inspiration. Comment organisons-nous la production de manière plus juste, plus efficace, plus humaine? La Chine sait que son système a des fissures. Ils sont lucides à ce sujet et reconnaissent que leurs problèmes ont évolué. Ils se sont beaucoup améliorés, oui, mais ils font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux qui n'existaient pas auparavant. Voici ma prédiction. Tôt ou tard, ces défis seront abordés avec audace, en réapprenant la leçon que la structure de la production est tout. Mais nous, en Occident, avons une opportunité unique. Nous pouvons apprendre de leurs succès et de leurs erreurs pour construire quelque chose de meilleur. Un système qui ne crée pas seulement de la richesse, mais la partage équitablement. Un modèle qui ne sacrifie pas la liberté pour le contrôle. C'est ce qui est en jeu. Voici donc le défi. Comment définissons-nous les problèmes que la Chine affrontera demain? Plus important encore, comment les résolvons-nous avant eux? La réponse commence par un acte de courage. Remettre en question ce que nous tenons pour acquis. L'avenir n'est pas écrit, mais une chose est sûre, le monde change et nous déciderons si nous menons ou suivons. Êtes-vous prêt à imaginer un nouveau chemin? Le moment est maintenant. Imaginez un monde où les décisions qui affectent tout le monde ne sont pas prises par quelques-uns au sommet, mais par tous ensemble, sur un pied d'égalité. Cela semble utopique, n'est-ce pas? Mais si je vous dis que le véritable obstacle à un monde plus juste est le système économique que nous considérons comme acquis. Pendant des siècles, l'esclavage était accepté et certains pensaient qu'il suffisait de l'améliorer. Donner aux esclaves une meilleure nourriture, des vêtements plus confortables, un toit décent ou même cesser de les punir physiquement. Mais d'autres, les vrais visionnaires, ont compris que le problème n'était pas de mieux traiter l'esclave, mais la relation maître-esclave elle-même. C'est cela qu'il fallait abolir.
Au 19e siècle, Karl Marx, un penseur brillant, bien qu'imparfait, a mis le doigt sur la plaie. Il ne s'agissait pas d'améliorer les conditions du capitalisme, comme si l'on mettait un pansement sur une blessure qui ne guérit pas. Non, le problème était le capitalisme lui-même. Donner un meilleur salaire aux travailleurs, est-ce suffisant? Non, c'est comme donner une meilleure alimentation à l'esclave. Un geste humain, mais qui ne touche pas la racine du problème. Le capitalisme, avec sa structure où une poignée de personnes contrôlent les décisions et accumulent la richesse, perpétue l'inégalité. Vous l'avez remarqué. Tous les quelque temps, nous lançons une guerre contre la pauvreté. Mais la pauvreté est toujours là, comme un invité indésirable qui ne part jamais. Regardez ceci. Dans notre société, nous critiquons tout. Nous mettons sous le microscope le système éducatif, les transports, nous remettons même en question des institutions comme le mariage ou les normes de genre. Mais remettre en question la relation patron-employé, c'est tabou. C'est comme si le système économique était sacré, intouchable. Il y a quelques décennies, parler de sexisme ou de racisme était impensable dans de nombreux endroits. Mais le moment STEM est venu où les gens ont dit « assez ». C'est inacceptable. Ce moment arrive pour le capitalisme. Peu importe s'il se produit d'abord en Occident en déclin ou en Orient en ascension, l'étincelle s'allumera. Et quand cela arrivera, ce sera contagieux, comme une idée dont l'heure est venue. Alors, quelle est la solution? Imaginez un lieu de travail où les décisions ne sont pas prises par une élite au sommet, mais par tous les travailleurs, ensemble, de manière démocratique. Cela semble radical. Peut-être, mais pensez-y. Dans les grandes entreprises, les conseils d'administration prennent des décisions cruciales sans être des experts techniques. Ils appellent des spécialistes, écoutent leurs rapports et décident. Pourquoi un concierge dans un hôpital ne pourrait-il pas voter aux côtés d'un neurochirurgien sur l'orientation de leur lieu de travail? Le neurochirurgien apporte son expertise technique, le concierge apporte son expérience sur le terrain. Et ensemble, avec des informations claires, ils prennent des décisions démocratiques. C'est l'avenir, un lieu de travail où tout le monde a une voix, où la hiérarchie est remplacée par la collaboration. N'est-il pas temps que nous cessions d'ajuster le système et commencions à le transformer? Attention, le monde du travail crie pour un changement, et ce n'est pas un murmure, c'est un rugissement. Combien de temps encore accepterons-nous que les décisions qui affectent nos tête nos vies soient à nos prises dans des salles fermées par quelques-uns, tandis que la majorité n'a qu'à obéir? Il est temps de parler de démocratie, mais pas seulement dans les urnes, mais là où nous passons la majeure partie de notre vie, le travail. Imaginez un système où tout le monde a une voix, où chaque travailleur apporte sa perspective avant de décider de l'orientation. Ce n'est pas un rêve utopique, c'est ce que fait n'importe quel conseil d'administration, mais sans l'exclusion. Et si vous pensez que ce n'est pas possible, souvenez-vous, le même argument était utilisé pour dire que le peuple ne pouvait pas voter, qu'il nous fallait des rois. Nous avons coupé ces couronnes, et le monde n'a pas sombré. En fait, à bien des égards, il s'est amélioré. Alors, pourquoi ne pas appliquer la même logique au lieu de travail? La démocratie au travail est la prochaine grande étape, une révolution qui se prépare depuis des siècles. Nous ne savons pas si elle arrivera cette année ou la prochaine, mais elle est à l'horizon et son urgence est indéniable. À ceux qui nous pointent du doigt et disent que nous ne faisons que critiquer, nous répondons non. Nous avons une alternative solide, qui naît des problèmes que nous voyons et ressentons tous aujourd'hui. La pauvreté reste une ombre constante, malgré les promesses et les guerres contre elle. Tous les 20 ans, les dirigeants annoncent de nouvelles solutions, mais le problème persiste. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Marx dans l'IGK, le capitalisme est aussi efficace pour reproduire la pauvreté que pour créer la richesse. Ouvre les yeux. Ce n'est pas un accident, c'est la conception du système. Regarde autour de toi. C'est une génération qui ne croit plus que ses enfants vivront mieux qu'elle. Où est ce rêve américain qu'on nous a vendu? Il s'est évanoui lorsque les profits ont cessé d'être ici et que le capital a fui vers d'autres continents. Nos impôts, qui devraient améliorer nos vies, ne font maintenant que rembourser des dettes à ceux qui ont prêté de l'argent au gouvernement.
Les États-Unis, cette puissance que nous pensions invincible, perdent du terrain dans l'économie mondiale. Les sanctions, les tarifs, le chaos, ce sont les symptômes d'un pays qui ne sait pas s'adapter. Quand nous étions enfants, on nous a appris qu'être américain signifiait un progrès automatique. Chaque génération vivrait mieux que la précédente. C'était l'exceptionnalisme américain, un mythe qui s'effondre. Il n'y avait rien d'exceptionnel. Nous n'étions qu'un aimant temporaire pour le capital. Et lorsque les profits sont partis vers la Chine, l'Inde ou le Brésil, ils nous ont laissés derrière. Maintenant, nos dirigeants nous distraient avec des boucs émissaires et des solutions magiques. Mais la vérité est claire. Nous sommes piégés dans une idéologie qui nous dit que la quête du profit privé est le chemin du succès collectif. Mais si ce chemin nous mène à l'abîme, les entreprises ont poursuivi les profits et elles sont parties. Elles ont laissé des communautés vides, des emplois perdus, des rêves brisés. Si nous continuons à défendre le motif du profit, que nous reste-t-il? Il est temps de tout remettre en question, de repenser le système. La démocratie au travail n'est pas seulement une idée, c'est la réponse à un monde qui ne peut plus ignorer ses fissures. La révolution n'attend pas. Il est temps d'agir, de construire un avenir où le travail soit un espace de collaboration, pas d'oppression. La démocratie au travail est notre alternative et elle est prête à transformer le monde. Réveille-toi et joins-toi à nous. Écoutez ceci, car c'est une vérité qu'on ne raconte pas tous les jours. Pendant des années, j'ai vu comment, dans les salles de classe universitaires, des plus prestigieuses aux plus modestes, une idée qui façonne le monde est enseignée. Le capitalisme n'est pas un système neutre, c'est une machine propulsée par la quête de profit. Et cette machine n'a pas de loyauté, elle va là où l'argent l'appelle. Si vous êtes à l'endroit où les profits affluent, comme l'étaient les États-Unis, dans la seconde moitié du 20e siècle, vous vivez des temps dorés. Mais si les profits regardent ailleurs, vers la Chine, l'Inde ou le Brésil, alors vous vous retrouvez du côté obscur de l'équation. Et cela, amis, est ce qui frappe beaucoup de monde aujourd'hui. Réveillez-vous. Les gens commencent à ouvrir les yeux. Le libre-échange, cette promesse de prospérité, a laissé dans son sillage des emplois perdus et une classe moyenne qui s'évanouit comme de la fumée. Partons pour un voyage à travers l'histoire économique. Prêts? Aux États-Unis, le capitalisme a rugi autrefois en Nouvelle-Angleterre, Maine, Massachusetts, Rhode Island. Puis, comme un fleuve qui change de cours, il s'est déplacé vers les États de l'Atlantique moyen, New York, Pennsylvanie. Ensuite, vers le Midwest, Ohio, Illinois, Indiana. Plus tard, vers le sud et l'ouest, la Californie a brillé comme la nouvelle destination. Mais qu'a-t-il laissé derrière? Des usines abandonnées, des communautés oubliées, des rêves brisés. Et au cours des dernières décennies, le capitalisme a fait un bond encore plus grand. Il a traversé les océans. Aujourd'hui, General Motors fabrique plus de voitures en Chine que dans son pays natal. Ford suit le même chemin. Pourquoi? Parce que le capitalisme ne reste pas là où vous le voulez. Il va là où les profits sont les plus juteux. Et la Chine, elle a su jouer ses cartes. Ce n'est pas un mystère. Ils ont ouvert les portes aux capitalistes du monde avec un message clair. Venez, nous vous attendons. Ils offrent une main-d'œuvre qualifiée, disciplinée et, surtout, bien moins chère qu'en Europe, en Amérique du Nord ou au Japon. De plus, la Chine n'a pas seulement un marché en croissance. Elle a le marché le plus grand et a la croissance la plus rapide de la planète. Que leur enseignons-nous aux futurs leaders d'entreprise dans les écoles de commerce? Simple, si vous voulez réussir, allez là où les coûts sont bas et le marché explose. Et c'est ce qu'ont fait les capitalistes. Ils ont abandonné les États-Unis, l'Europe occidentale et le Japon pour s'installer en Chine, en Inde, au Brésil. Mais arrêtez-vous là. Si cela vous inquiète, si cela vous indigne de voir des régions entières sombrer dans le déclin, comme la Nouvelle-Angleterre ou l'Atlantique moyen il y a des décennies, alors le problème n'est pas un détail mineur, c'est le système lui-même. Le capitalisme ne s'arrête pas pour penser aux communautés qu'il laisse derrière, il suit simplement les profits. Et si les profits ne sont pas ici, vous ne pouvez les attirer qu'avec des astuces artificielles, comme des droits de douane. Mais attention, car ces droits de douane font grimper les prix, alimentent l'inflation et créent de nouveaux problèmes. Les capitalistes sont dans un piège.
Ils résolvent un problème et en aggravent un autre. C'est un signe clair d'un système en crise. Et puis, il y a le spectacle de la politique. La secrétaire au Trésor, Yellen, s'est rendue en Chine et a parlé de surcapacité. Comme c'est pratique. La Chine construit des usines géantes, domine des industries entières. Bien sûr qu'elle le fait. Elle a compris le jeu du capitalisme mieux que beaucoup. Et pendant ce temps, nous sommes là à regarder le déclin s'étendre, à nous demander comment nous en sommes arrivés là. La réponse est sous nos yeux. Un système qui poursuit les profits sans regarder en arrière. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tout semble coûter plus cher? La réponse réside dans le fonctionnement de l'économie moderne et dans un concept que tout étudiant de première année apprend, les économies d'échelle. Quand vous produisez en masse, vous réduisez le coût par unité. Simple mais puissant. Les entreprises les plus prospères du monde le savent et construisent avec une surcapacité pour dominer les marchés. Ce n'est pas nouveau, c'est de l'histoire économique de base. Cependant, certains voient cette stratégie comme une tricherie. Ce n'en est pas, c'est de la concurrence pure et dure. Et bien que cela fasse mal à admettre, parfois nous perdons. Oui, les États-Unis, la nation qui a grandi en croyant qu'elle gagne toujours, ont connu des défaites. Nous avons perdu au Vietnam, en Afghanistan, et maintenant nous luttons pour maintenir la domination économique que nous avions après la Seconde Guerre mondiale. Ce moment unipolaire dont parlent les experts, quand l'effondrement de l'Union soviétique en 1989 nous a laissés comme seule superpuissance, est terminé. Aujourd'hui, la Chine et ses alliés sont des concurrents redoutables. Les États-Unis sont à un carrefour, luttant pour s'adapter. Notre idéologie du libre marché, que nous défendions avec fierté, ne donne plus les mêmes résultats. Que faisons-nous alors? Nous passons à un nationalisme économique, tarifs, sanctions, subventions massives. Par exemple, Tesla, le joyau des véhicules électriques, ne serait pas ce qu'il est sans des milliards de soutien gouvernemental. Réfléchissez-y. Sans cette aide, la production de voitures électriques dans ce pays n'existerait pas comme nous la connaissons. Mais ce n'est pas seulement Tesla. Le gouvernement a été la bouée de sauvetage dans crise après crise. Il a sauvé les banques en 2008, soutenu l'économie pendant la pandémie de COVID en 2020. Et maintenant, il intervient constamment parce que notre capitalisme ne peut plus concurrencer seul. Les tarifs et sanctions que nous voyons aujourd'hui sont les signes d'une nation qui doute de la capacité de ses entreprises à gagner sur un marché mondial. Il fut un temps où les États-Unis étaient les rois du libre-échange. Pourquoi? Parce que nous étions les plus innovants, les plus rapides, ceux qui croissaient sans arrêt. Mais cette ère s'est terminée il y a une génération, et maintenant nous faisons face aux conséquences. Les tarifs augmentent le coût des biens importés, panneaux solaires, puces, voitures électriques, et cela permet aux entreprises locales de facturer plus qu'elles ne pourraient dans un marché compétitif. Ce n'est pas seulement de l'économie, c'est un virage vers un capitalisme protégé qui dépend de l'intervention de l'État pour survivre. Voici la vérité que personne ne veut entendre. Chaque tarif que nous imposons a un coût. Il rend tout plus cher pour nous, les consommateurs, et protège des entreprises qui ne sont pas prêtes à concurrencer. Il est temps de faire face à la réalité. Le monde a changé et nous devons nous adapter. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l'illusion que nous gagnerons toujours. La concurrence mondiale est féroce et seuls ceux qui comprennent cela prospéreront. Sommes-nous prêts pour le défi? Écoutez ceci. Nous vivons dans un monde où l'argent parle plus fort que les voix et le système est conçu pour que cela reste ainsi. Vous êtes-vous déjà demandé qui soutient vraiment le poids de notre société? Plongeons dans une vérité inconfortable sur le pouvoir, les impôts et les exigences auxquelles nos gouvernements font face. D'un côté, nous avons les grandes corporations, ces gigantesques machines à richesse qui exigent beaucoup du gouvernement. Elles veulent une armée mondiale qui patrouille les mers et les cieux pour sécuriser leurs affaires internationales. Les États-Unis, plus que tout autre pays, dépensent des fonds des fortunes pour maintenir des centaines de bases militaires dans le monde entier. Protection des ressources? Bien sûr, accès bon marché aux matériaux. Évidemment, guerre pour maintenir l'ordre économique?
aussi, et tout cela coûte des milliards. Mais voici le retournement. Ces mêmes corporations font tout leur possible pour ne pas payer d'impôts, la principale source de revenus du gouvernement pour financer leurs exigences. N'est-ce pas une contradiction fascinante? Maintenant, regardons l'autre face de la médaille. Les travailleurs, la grande majorité de la population, ont aussi des besoins. Ils veulent des écoles, des hôpitaux, des routes, une sécurité sociale. La liste est longue, mais comme les corporations, beaucoup résistent à payer plus d'impôts pour financer ces services. Ainsi, nous avons deux groupes qui crient au gouvernement « Fais ceci, fais cela », mais tous veulent que quelqu'un d'autre paie la facture. Et qui est coincé au milieu? Les politiciens, naviguant dans un champ de mine. Voici la partie la plus croustillante. Les corporations et les riches ont quelque chose que la majorité n'a pas, une immense richesse. Cet argent leur donne un mégaphone pour influencer le gouvernement. Pendant ce temps, les travailleurs, bien qu'ils soient assez nombreux, ne sont pas organisés de la même manière. Personne n'a uni les masses et caisé pour créer un fonds capable de rivaliser avec le pouvoir financier des élites. Résultat, pendant des siècles, la balance de la richesse s'est inclinée vers les corporations et les plus riches. Et eux, pour être honnêtes, ont été des maîtres dans un art sombre, déplacer le fardeau fiscal de leurs épaules vers celle des gens ordinaires. Pensez à ceci. Il y a des décennies, l'impôt sur le revenu était le pilier du système fiscal, un impôt progressif où les plus riches payaient un pourcentage plus élevé. Mais les corporations et les riches, avec leur influence, ont changé les règles du jeu. Aujourd'hui, une grande partie des revenus du gouvernement provient d'impôts comme celui de la sécurité sociale, prélevé sur les chèques des travailleurs. Ce n'est pas un impôt progressif. En fait, si vous gagnez plus d'un certain seuil, disons 160 000 $ par an, vous ne payez pas d'impôt sur ce qui dépasse ce montant. Qui paie alors? Les travailleurs moyens, tandis que les riches s'en sortent avec une charge bien moindre. Quel tour de passe-passe, n'est-ce pas? Mais voici le point culminant. Les gens sont fatigués. Les masses ont atteint un point de rupture et disent « plus d'impôts ». Ils votent contre quiconque tente d'augmenter leur fardeau fiscal. Les politiciens, pris dans cette tempête, ne peuvent pas continuer à presser les travailleurs et les corporations, avec leur richesse et leur influence, ne paient à peine ce qu'elles devraient. Alors, que se passe-t-il quand tout le monde exige des services, mais personne ne veut payer pour eux? C'est le grand dilemme qui définit notre époque. Vous êtes-vous déjà demandé comment le gouvernement continue à dépenser sans arrêt alors que la dette nationale explose? La réponse va vous surprendre. Ce n'est pas en augmentant les impôts, mais en empruntant sans cesse. Chaque année, le déficit croît et la dette nationale n'est que la somme de ces déficits accumulés. Mais jusqu'où ira cette folie? Le gouvernement, pris dans son empressement à rester au pouvoir, dépense à tour de bras pour des guerres, des armements et des subventions aux entreprises. Mais qui paie la facture? Pas les bénéficiaires de ces dépenses, car les taxer serait un suicide politique. Si vous augmentez les impôts des grandes corporations ou des riches, ils financeront vos adversaires aux prochaines élections. Et oubliez de taxer davantage les gens ordinaires. Ils sont tellement pressés qu'un impôt de plus pourrait déclencher une rébellion. C'est un signal alarmant. Le capitalisme américain est en sérieux danger. Nous ne sommes pas la puissance économique que nos dirigeants, quel que soit leur parti, veulent nous faire croire. Nous sommes dans une impasse et la dette en est la preuve. Nous sommes endettés jusqu'au cou, comme ces pays que nous pointions du doigt comme étant en difficulté. Et ne vous laissez pas berner par ceux qui minimisent le problème en disant « ce n'est pas si grave, la dette, c'est juste le gouvernement qui emprunte à lui-même, au Trésor ou à la Réserve fédérale. » C'est un écran de fumée. La vérité est que le gouvernement doit collecter de l'argent pour payer les intérêts de cette dette monstrueuse. Chaque dollar que vous payez en impôts est de plus en plus détourné pour engraisser les poches des créanciers, au lieu de financer les services publics dont vous avez vraiment besoin. Maintenant, voici ce qui est le plus révoltant. Qui sont ceux qui prêtent de l'argent au gouvernement? Ce n'est ni vous ni moi, car la plupart des gens n'ont pas d'argent de côté à prêter. Ce sont les riches, les corporations et, dans certains cas, des gouvernements et entreprises étrangers. Et savez-vous quoi?
Quand les politiciens empruntent au lieu de taxer les riches, ils font une énorme faveur à ces mêmes riches. En gros, ils leur disent « Nous ne prendrons pas votre argent avec des impôts. Au lieu de cela, prêtez-le-nous, et non seulement nous vous le rendrons, mais nous vous paierons de juteux intérêts en attendant. » Réveillez-vous. Ce système de dette n'est pas seulement une crise économique, c'est une injustice flagrante. La masse ouvrière paie des impôts qui finissent par enrichir encore plus ceux qui ont déjà tout. Pendant ce temps, le gouvernement continue de dépenser, comme si l'argent poussait sur les arbres, et la dette continue de croître. Jusqu'à quand? C'est la question que nous devrions tous poser. Imaginez un monde où chaque dollar que vous payez en impôts ne soutient pas seulement le gouvernement, mais engraisse les poches des plus riches pendant que vous restez avec la dette. Cela ressemble à une escroquerie, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui se passe avec le déficit du gouvernement, et il est temps d'ouvrir les yeux. Le déficit n'est pas juste un chiffre abstrait qui apparaît dans les gros titres. C'est un outil qui, par conception ou par accident, canalise la richesse des travailleurs vers les grandes corporations, les milliardaires et, ce qui est encore plus surprenant, vers des gouvernements étrangers. Vous voulez savoir comment fonctionne ce piège? Continuez à lire, car cela va vous faire réfléchir. D'abord, parlons clairement. Quand le gouvernement a besoin d'argent, il a deux options. Il peut le collecter par les impôts ou il peut emprunter. Les impôts, surtout sur les corporations et les riches, seraient la voie logique pour financer ses dépenses, mais ce n'est pas ce qui se passe. Au lieu de taxer ceux qui ont le plus, le gouvernement préfère s'endetter. Et à qui emprunte-t-il? Pas à vous ni à moi, car les gens ordinaires n'ont pas des milliards à prêter. Les prêts viennent des grands acteurs, banques, corporations, fonds d'investissement et, oui, aussi des pays étrangers. Cela signifie que les riches et les entreprises non seulement évitent de payer plus d'impôts, mais en plus, ils gagnent des intérêts quand le gouvernement leur rembourse l'argent. C'est un marché en or pour eux. Maintenant, voici une révélation que vous ne connaissiez peut-être pas. Les plus grands prêteurs au gouvernement des États-Unis ne sont pas toujours américains. Le Japon et la Chine sont en tête de la liste des créanciers étrangers. La Chine, par exemple, détient près de 800 milliards de dollars en bons du Trésor américain. Réfléchissez-y une seconde. Le gouvernement des États-Unis doit une fortune à la Chine. Et chaque année, les contribuables américains, vous y compris, payent des intérêts sur cette dette. Ces intérêts vont directement à Pékin, où ils sont utilisés pour financer des choses comme le développement militaire chinois. Mais attendez, cela devient encore plus surréaliste. Une partie de cet argent prêté par la Chine est utilisée dans des conflits comme celui en Ukraine, où, ironiquement, la Chine soutient la Russie. Cela vous semble-t-il insensé? Bienvenue dans le capitalisme moderne, un système plein de contradictions qui défie la logique. Faisons une pause ici et réfléchissons. Qui paie vraiment pour tout cela? Chaque dollar que le gouvernement emprunte devient un fardeau futur pour les contribuables. Et ce ne sont pas les corporations ni les riches qui finissent par payer ces impôts. Ils ont des armées de comptables pour minimiser leurs obligations fiscales. C'est nous, les gens ordinaires, qui portons le poids. Le déficit, alors, est comme un impôt caché qui frappe plus fort ceux qui ont le moins. Pendant ce temps, les bénéfices, les intérêts de la dette, les contrats gouvernementaux, les exemptions fiscales affluent vers ceux qui sont déjà au sommet. Est-ce juste? C'est la question que nous devrions tous poser. Mais quelque chose change et il est impossible de ne pas le remarquer. Les gens commencent à se réveiller, surtout les jeunes, qui remettent en question ce système comme jamais auparavant. Regardez ce qui se passe dans les universités. Des manifestations sur la situation en Israël et à Gaza, aux débats enflammés sur l'inégalité économique. Les jeunes défient le statu quo. Et ce n'est pas surprenant. On leur a promis un avenir radieux. Étudie dur, obtiens un diplôme et tu auras un bon travail, une maison, de la stabilité. Mais ce rêve s'effondre. Les emplois bien rémunérés sont rares, les loyers sont impossibles et la dette étudiante les étouffe. Quand les choses ne fonctionnent pas comme prévu, les êtres humains font ce qu'ils ont toujours fait. Ils se demandent pourquoi. Ces questions poussent les gens à regarder au-delà des solutions superficielles. Les jeunes, en particulier, ne se contentent pas de l'idée que voter pour un parti ou un autre va tout arranger.
Il ne s'agit pas de choisir entre démocrates ou républicains. Ils voient que le problème est plus profond, qu'il réside dans la structure même du système. Le capitalisme, tel que nous le connaissons, montre ses fissures et de plus en plus de personnes sont prêtes à les pointer du doigt. As-tu parlé récemment à un jeune? Demande-lui ce qu'il pense de l'avenir. Tu seras surpris par la clarté avec laquelle ils perçoivent les failles du système et leur disposition à imaginer quelque chose de différent. Alors, où tout cela nous mène-t-il? Voici ma prédiction. Ce mécontentement ne va pas disparaître. Les générations plus jeunes ne se satisferont pas de rustines ni de promesses vides. Elles posent les questions difficiles, celles qui dérangent ceux qui sont au pouvoir. Et plus elles réaliseront que le déficit, les impôts et la dette sont des outils qui perpétuent les inégalités, plus forte sera leur demande de changement. La prochaine fois que tu entendras parler du déficit ou des impôts, ne reste pas en surface. Demande-toi, qui en bénéficie? Qui paie? Car la réponse pourrait te faire remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur l'organisation du monde. Et lorsque tu le feras, tu réaliseras que tu n'es pas seul. Il y a des millions de personnes là-dehors qui se posent les mêmes questions, et ensemble, elles pourraient tout changer. Qu'il s'agisse du mécontentement économique d'aujourd'hui ou des tensions géopolitiques d'hier et d'aujourd'hui, les questions fondamentales restent les mêmes. Qui détient le pouvoir? Qui décide de la répartition des ressources? Que ce soit dans les rues en réclamant une justice économique ou dans les sommets mondiaux redessinant les alliances, le monde est à un tournant. L'histoire nous montre que les moments de changement, comme la guerre froide du passé ou celle qui émerge aujourd'hui, ne redéfinissent pas seulement les nations, mais aussi l'avenir de ceux qui élevaient la voix. Serons-nous capables d'apprendre de l'histoire pour construire un monde plus juste? Cela dépend de nous. Imagine un monde au bord d'un changement monumental, où les alliances mondiales se reconfigurent et où les tensions entre superpuissances définissent le destin des nations. Aujourd'hui, nous explorons les deux guerres froides, celle qui a marqué le 20e siècle et celle qui émerge à notre époque, avec de profondes implications pour les États-Unis, l'Europe et le monde entier. Sommes-nous prêts pour les défis que ces changements tectoniques apportent? Accompagne-nous dans ce voyage à travers l'histoire et l'avenir de la géopolitique. Par guerre froide, je fais référence à l'état prolongé de rivalité entre les États-Unis et leurs alliés, d'une part, et l'Union soviétique avec son bloc, d'autre part. Ce conflit, qui s'étend de la fin des années 40 jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique entre 1989 et 1991, a duré plus d'un demi-siècle. Bien que son impact persiste sous des formes que je décrirai bientôt, cette période a défini une ère. Pendant ces années, les États-Unis ont dirigé le monde occidental, une position logique après la Seconde Guerre mondiale. Alors que des pays comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, le Japon et l'Union soviétique elle-même étaient dévastés par le conflit mondial, les États-Unis en sont sortis pratiquement indemnes. Sans bombardement sur leur territoire, sauf l'attaque de Pearl Harbor, et avec une économie et une armée intactes, les États-Unis sont devenus la puissance dominante. Cette suprématie a permis aux États-Unis de façonner l'ordre mondial. Ils ont créé des institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, toutes deux sous une forte influence américaine, un contrôle qui persiste encore. Le dollar s'est établi comme la monnaie mondiale, un pilier du pouvoir économique de la nation. Militairement, les États-Unis ont construit le plus grand arsenal nucléaire du monde et déployé plus de 700 bases militaires stratégiques, dont beaucoup étaient conçues pour contenir l'Union soviétique, leur adversaire déclaré. Mais savais-tu que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique n'était pas un ennemi, mais un allié des États-Unis? Ensemble, ils ont combattu les puissances de l'Axe, l'Allemagne et le Japon. Cependant, après la victoire en 1945, les États-Unis ont redéfini l'Union soviétique et son bloc du Pacte de Varsovie, qui incluait des pays comme la Pologne, la Hongrie et la Bulgarie, comme l'ennemi principal, marquant le début de la guerre froide. Prépare-toi à découvrir comment ce passé continue de façonner le présent et ce que nous réserve la nouvelle guerre froide qui prend forme. Ne manque pas ça. Arrête-toi un instant et réfléchis à ceci.
un monde au bord d'un nouvel ordre, avec deux géants s'affrontant dans une lutte silencieuse mais féroce. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont pris des décisions qui allaient changer le cours de l'histoire. Pourquoi ont-ils agi ainsi? La réponse n'est pas simple, mais elle se résume à une combinaison de stratégies géopolitiques et de défense de leurs intérêts idéologiques. Les États-Unis se sont déplacés avec une précision chirurgicale pour protéger leurs priorités dans un monde qui sentait encore la poudre. Voici comment ils l'ont fait et pourquoi, dans un récit qui te captivera dès le premier instant. Le décor était celui d'un monde dévasté par la guerre, où l'Union soviétique émergeait comme une puissance redoutée. Le premier grand mouvement de Washington était clair, contenir ce colosse. Imagine le défi. L'Union soviétique, avec son influence croissante en Europe de l'Est, en Russie et, après la révolution de 1949, en Chine, semblait un adversaire imparable. Pour contrer cette vague, les États-Unis ont forgé une alliance historique, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, connue sous le nom d'OTAN. Ce pacte a uni les pays d'Europe occidentale, le Canada et d'autres alliés sous un message fort « Nous sommes ensemble ». Et si tu attaques l'un de nous, tu nous affrontes tous. Dirigée par le pouvoir économique et militaire des États-Unis, l'OTAN était plus qu'une coalition. C'était un mur de containment qui intimidait les Soviétiques. Pendant des décennies, cette alliance a tenu en échec les ambitions de Moscou, garantissant que son influence ne s'étende pas au-delà de ses frontières. Mais l'OTAN n'était pas seulement une barrière militaire, c'était un symbole de l'unité occidentale. Un rappel constant que les États-Unis étaient prêts à diriger le monde libre. Cependant, la guerre froide ne s'est pas déroulée uniquement sur les champs de bataille ou dans les salles de stratégie. Il y avait un autre front, moins visible mais tout aussi crucial, la lutte contre les idées anticapitalistes qui gagnaient du terrain dans le monde entier. Pendant la Grande Dépression des années 30 et l'alliance temporaire avec l'Union soviétique pendant la guerre, les partis socialistes et communistes se sont renforcés comme jamais auparavant. En Europe, leur influence était indéniable. En Italie, le Parti communiste est devenu la deuxième force politique après la guerre, un phénomène qui rendait nerveux tout défenseur du capitalisme. En France, le général de Gaulle, en formant son premier gouvernement d'après-guerre, a dû céder plusieurs postes clés aux communistes. Pourquoi? Les socialistes et les communistes avaient été le cœur de la résistance contre les nazis dans toute l'Europe. Leur bravoure et leur organisation en ont fait des héros populaires, leur conférant un pouvoir politique qui ne pouvait être ignoré. Aux États-Unis, la situation n'était pas moins intense. Le mouvement ouvrier a connu un essor sans précédent dans les années 30. Les syndicats, en particulier le Congrès des organisations industrielles, CIO, ont grandi de manière exponentielle, éclipsant l'ancienne Fédération américaine du travail, AFL. Avec le temps, les deux se sont fusionnés pour former le puissant AFL-CIO. Les dirigeants de ces syndicats, dont beaucoup étaient socialistes ou communistes, ont travaillé main dans la main avec les partis de gauche, créant une force ouvrière qui défiait le statu quo. Cette croissance n'est pas passée inaperçue. Pour les élites américaines, l'alliance entre le mouvement ouvrier et les idées socialistes représentait une menace directe pour le système capitaliste qui soutenait leur pouvoir. Réprimer ces forces est devenu une priorité absolue, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe et au Canada, où les partis de gauche avaient également gagné du terrain. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cet objectif double, contenir l'Union soviétique et étouffer l'essor des mouvements anticapitalistes, n'a pas seulement défini la guerre froide, mais a également laissé un héritage qui résonne encore aujourd'hui. L'OTAN reste une force clé dans la géopolitique mondiale, et les tensions idéologiques entre le capitalisme et d'autres courants politiques persistent sous différentes formes. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que les décisions prises dans les couloirs du pouvoir il y a des décennies continuent de façonner notre présent. La guerre froide n'était pas seulement un affrontement d'armées, mais une bataille d'idées qui a changé le monde. Que penses-tu de ce jeu de pouvoir? Crois-tu que les stratégies d'alors influencent encore le monde d'aujourd'hui?
Réfléchis-y et laisse-toi surprendre par la complexité de cette ère. Imagine un pays où les travailleurs se sont unis pour défier les puissants. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le mouvement syndical aux États-Unis s'est dressé comme un titan, un véritable adversaire pour l'élite entrepreneuriale. Et quel pouvoir il a démontré! Pendant les jours sombres de la Grande Dépression, ce mouvement a remporté des victoires historiques. La création du système de sécurité sociale, l'établissement de l'assurance chômage, le premier salaire minimum dans l'histoire du pays et des programmes fédéraux qui ont donné du travail à des millions de personnes. Tout cela, alors que le gouvernement avait à peine des ressources, a été propulsé par la force des syndicats, aux côtés des socialistes et des communistes, qui se sont unis pour exiger la justice. Mais devine quoi? Les grands entrepreneurs n'ont pas du tout aimé devoir financer ces avancées, et depuis, ils cherchent à les inverser. Après la guerre, la classe des employeurs a lancé une offensive pour démanteler la coalition du New Deal, cette alliance de travailleurs et de syndicats qui avait changé les règles du jeu. Leur stratégie: lier les syndicats à la guerre froide. Oui, aussi astucieux que cela. Ils ont accusé les leaders syndicaux d'être des agents de Moscou, des marionnettes d'une puissance étrangère. Soudain, l'activiste qui luttait pour de meilleures conditions de travail n'était plus un héros local, mais un prétendu traître au service de l'Empire du Mal. Ce récit était parfait pour détourner l'attention. Au lieu d'admettre que le mécontentement naissait à l'intérieur du système américain lui-même, ils ont blâmé une menace extérieure. La guerre froide n'a pas seulement opposé l'OTAN à l'Union soviétique, elle a aussi servi de prétexte pour attaquer la gauche à l'intérieur des États-Unis. Les syndicats, les activistes, les critiques sociaux, tous ont été étiquetés comme des étrangers ou des infiltrés. Ce discours a permis aux puissants de nier que les luttes ouvrières étaient un produit authentique des inégalités internes. Cela te semble familier? Les systèmes sous pression cherchent toujours un bouc émissaire externe. Et, malheureusement, cette tactique a fonctionné. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, la gauche a été affaiblie avec un grand succès, plus qu'en Europe continentale, où les mouvements antifascistes de résistance pendant la guerre avaient renforcé les socialistes et les communistes, leur conférant une légitimité que les gouvernements ne pouvaient pas ignorer facilement. Bien qu'ils aient essayé, ils n'ont jamais réussi à écraser la gauche européenne comme ils l'ont fait de l'autre côté de l'Atlantique. L'histoire depuis lors ne ment pas. La lutte pour les droits des travailleurs reste marquée par ces jours-là. Réveille-toi et vois comment le passé continue de façonner notre présent. Imagine un monde où le pouvoir mondial change furtivement, enveloppé de peur et d'idéologie. Ainsi était la guerre froide, une période non seulement de rivalité, mais d'une stratégie astucieuse. Les États-Unis, émergeant comme une superpuissance après la Seconde Guerre mondiale, ont fait face à une double menace. L'Union soviétique à l'extérieur et les syndicats socialistes et communistes à l'intérieur. Mais cette lutte était-elle vraiment à propos de l'idéologie, ou était-ce un déguisement magistral pour quelque chose de bien plus grand? Accompagne-moi pour découvrir l'histoire non racontée de l'ascension des États-Unis vers la domination mondiale. La classe capitaliste des États-Unis, les employeurs et les magnates industriels, a senti son pouvoir vaciller face à une Union soviétique imposante et à des mouvements internes qui poussaient pour des changements radicaux. Leur réponse fut une attaque sur deux fronts. Sur le plan domestique, ils ont attaqué les syndicats et les groupes de gauche. À l'extérieur, ils se sont confrontés aux soviétiques à travers l'OTAN. Cependant, sous cette surface se jouait un jeu plus grand. L'expansion d'un nouvel empire américain. Intriguant, n'est-ce pas? Comment une nation née de la rébellion contre le colonialisme a-t-elle pu construire son propre empire sans que personne ne le remarque? La Seconde Guerre mondiale a laissé les puissances européennes en ruine. Le contrôle de la Grande-Bretagne sur l'Inde et d'autres colonies s'est affaibli. Les possessions de la France en Afrique se sont effondrées et les ambitions impériales de l'Allemagne et du Japon ont été brisées. Ces vieux empires, frappés par la guerre, ne pouvaient plus maintenir leurs colonies. Alors qu'ils se retiraient, souvent chassés par des soulèvements anticoloniaux, les États-Unis sont intervenus. Contrairement à leurs prédécesseurs, l'Amérique ne portait pas le stigmate colonial.
Elle avait été une colonie qui s'était libérée par une révolution. Cela lui donnait un avantage unique, une image nouvelle dans un monde fatigué des vieux pouvoirs impériaux. Silencieusement, les États-Unis ont tissé un réseau d'influence économique. À travers des accords commerciaux, des investissements industriels et le pouvoir financier du dollar, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, l'Amérique a comblé le vide laissé par l'Europe. Son réseau de plus de 700 bases militaires dans le monde entier n'était pas seulement pour la défense, c'était la colonne vertébrale d'un nouvel empire économique. La guerre froide a fourni une couverture parfaite. En présentant l'Union soviétique comme un empire du mal, les États-Unis ont justifié leur portée mondiale, tout en minimisant leurs propres ambitions impériales. Peux-tu voir le génie de cette stratégie? L'Union soviétique, malgré son arsenal nucléaire, n'a jamais été un véritable rival économique. Pendant la guerre froide, le PIB des États-Unis surpassait celui des Soviétiques de 10 à 20 fois. Politiquement, les États-Unis dominaient dans les forums mondiaux, comme les Nations unies. La menace soviétique était militaire, pas économique ni politique. Ils ne pouvaient pas rivaliser. Pourtant, la peur du communisme était un outil puissant. À l'intérieur, elle a écrasé la dissidence. En 1950, un tiers des travailleurs américains étaient syndiqués. Aujourd'hui, ce chiffre atteint à peine un dixième. Le Parti communiste et les mouvements socialistes, autrefois vibrants, se sont réduits à l'ombre de ce qu'ils étaient. Le front domestique de la guerre froide fut un succès retentissant pour ceux qui étaient au pouvoir. Mais voici ce qui est le plus choquant. La guerre froide ne visait pas seulement à contenir le communisme, mais à remplacer les empires européens par un empire américain. Ce nouvel empire, construit sur le pouvoir économique et des bases stratégiques, a reconfiguré l'ordre mondial dans la seconde moitié du XXe siècle. Et tout cela a été fait sous le couvert de mener une grande bataille idéologique. Alors que le monde changeait, les États-Unis ont assuré leur place en tant que force dominante, tout en cachant la véritable nature de leur empire. Que nous dit cela sur le pouvoir et la perception dans notre monde actuel? La guerre froide, cet affrontement épique qui a défini une grande partie du XXe siècle, s'est évanoui avec l'effondrement de l'Union soviétique entre 1989 et 1991. Imagine ceci, un titan géopolitique qui a façonné des décennies de rivalité, a simplement disparu. L'Union soviétique, avec son système socialiste, est entrée dans une crise profonde, se transformant en une nation capitaliste de plus, bien qu'avec un gouvernement qui joue encore un rôle important, comme c'est le cas dans de nombreux pays européens. Ce n'est pas exclusif à la Russie. Des gouvernements influents existent dans le monde entier, de la Scandinavie à l'Asie, sans pour autant former un bloc soviétique. Ce changement monumental, mesdames et messieurs, a brisé la narrative de la guerre froide. L'ennemi n'était plus là. Mais attends, il y a plus. Le monde n'a pas seulement surmonté la disparition de l'Union soviétique, il s'est également remis de l'impact dévastateur de la Seconde Guerre mondiale. Des pays comme l'Allemagne et le Japon, détruits dans les années 40, sont réapparus comme des puissances capitalistes rugissantes dans les dernières décennies du XXe siècle, défiant même les États-Unis. Et puis, boum, est arrivée l'ascension fulgurante de la Chine, un phénomène que personne n'avait vu venir. La Chine a adopté des relations capitalistes dans son économie, organisant la production entre employeurs et employés, que ce soit dans des entreprises privées ou étatiques. Voici la clé. Peu importe que les capitalistes soient mis privés ou fonctionnaires du gouvernement, la dynamique entre les dirigeants et la masse laborieuse est similaire. Et c'est pourquoi nous parlons de capitalisme privé et de capitalisme d'État. La Chine, avec son socialisme aux caractéristiques chinoises, complique un peu les choses, mais elle est comparable à la manière dont des pays comme la Suède ou l'Allemagne pourraient être appelés socialisme avec des caractéristiques propres, Itachside. Le XXe siècle a marqué le début de la fin de la guerre froide, et aujourd'hui, nous vivons ses dernières conséquences. La domination mondiale des États-Unis a commencé à s'estomper. Leur empire, qui semblait autrefois imbattable, fait maintenant face à un concurrent de taille, la Chine.
Pour la première fois en un siècle, les États-Unis ont un véritable rival économique, ce que l'Union soviétique n'a jamais réussi à être. La Chine, avec ses alliés dans les BRICS, forme un bloc économique plus puissant que le G7, qui inclut les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, le Canada et le Japon. Le monde change sous nos yeux. Les nations s'adaptent maintenant à ce nouvel équilibre, où l'hégémonie américaine n'est plus la seule force dominante. Attention, le monde change à une vitesse vertigineuse et la domination des États-Unis, qui semblait autrefois inébranlable, vacille sous nos yeux. Le coût de maintenir un empire en déclin épuise la nation la plus puissante de la planète. Comment en est-on arrivé là? Regardons la réalité en face. Les États-Unis ont subi des défaites humiliantes au Vietnam, en Afghanistan et en Irak. Chaque tentative de s'accrocher au contrôle mondial s'est soldée par un échec. Maintenant, la guerre en Ukraine s'annonce comme un autre chapitre de cette histoire de déclin. Est-il surprenant que des voix, comme celle de Trump, s'élèvent en criant « Assez, nous ne pouvons plus continuer ainsi ». Les États-Unis ne peuvent plus soutenir militairement leur empire face à un monde qui ne se soumet plus. Bien qu'ils restent la plus grande puissance militaire, ils font face à un défi redoutable, l'alliance entre la Russie et la Chine, renforcée paradoxalement par les propres erreurs de Washington. En essayant d'affaiblir cette alliance en Ukraine, les États-Unis ont obtenu l'inverse, un bloc plus uni et puissant. Pendant ce temps, Trump et d'autres plaident pour un repli, abandonner l'Ukraine, remettre en question l'OTAN et laisser les alliés européens sous le choc. Réveillez-vous, Européens. Vous avez confié votre sécurité à un géant qui vacille maintenant, sans comprendre que les empires, comme les marées, montent et descendent. L'Europe s'éveille à une vérité inconfortable. Les États-Unis se retirent. Le coût de maintenir des bases militaires et des guerres interminables est insoutenable. Les États-Unis ont financé leur machine de guerre par la dette. Et aujourd'hui, leur ratio dette-PIB dépasse celui de toute l'Europe. Alors que l'Europe n'a pas eu à s'endetter pour sa défense, les États-Unis l'ont fait, injectant de l'argent dans leur économie à travers ce que les économistes appellent le keynésianisme militaire. Ce modèle a stimulé la croissance, mais à un coût qu'il est maintenant impossible d'ignorer. L'empire se rétrécit et il n'y a aucun signe que cela puisse être inversé. Les promesses grandiloquentes de leaders comme Trump ne changent pas cette réalité. Le monde observe comment le colosse américain recule. Le retrait de l'Ukraine n'est que le début. Les futurs leaders, qu'ils soient d'un républicain, démocrate ou d'un autre signe, feront face à la même vérité. L'empire ne peut pas se maintenir. Mais accepter cette réalité est douloureux et la résistance à le faire est féroce. Que feront les États-Unis? Et que fera le monde alors que le plateau mondial se redéfinit? Gardez les yeux ouverts, car le changement est déjà là. Une vérité inconfortable, le déclin d'un empire. Réveille-toi, monde. Nous vivons une époque de déni, où les vérités les plus évidentes sont cachées derrière un voile de grandiloquence. Les États-Unis, mon foyer, mon berceau, ma vie entière, sont un pays qui s'accroche à une image de grandeur, alors que le sol sous ses pieds s'effrite. Ce n'est pas la grandeur que tu imagines, pas l'éclat des promesses vides. C'est une grandeur construite sur le déni, cette vieille tactique psychologique que nous utilisons pour éviter de regarder en face l'inévitable. Dans les élections récentes, as-tu entendu un seul candidat parler avec franchise? Pas un mot sur le déclin de notre empire. Un silence absolu sur les guerres perdues, sur ce que ces défaites signifient pour notre position dans le monde. Pas un murmure sur l'ascension de la Chine et des BRICS, qui reconfigurent l'ordre mondial pendant que nous répétons, comme un mantra désespéré, « Nous sommes les plus grands, les meilleurs, les insurpassables ». Sais-tu ce que trahit cette répétition obsessionnelle? Au fond, nous savons que ce n'est pas vrai, mais nous nous consolons avec l'écho de nos propres mots. Regarde autour de toi. La Chine n'est pas seulement un concurrent, c'est un égal. Chaque avancée technologique que nous faisons, il l'égale, tout la surpasse. Personne d'autre ne peut faire cela. L'Europe, avec tout son héritage, reste à la traîne, consciente de ses limites. Le monde a maintenant deux titans économiques, les États-Unis et la Chine. Et voici le carrefour.
Soit nous nous asseyons avec eux pour négocier un avenir partagé, soit nous risquons un conflit qui pourrait tous nous consumer. Est-ce si difficile à voir? L'histoire nous crie la réponse. Les empires en déclin tentent toujours de freiner ceux qui émergent. Cela ne fonctionne jamais longtemps. Jamais. Mais ne le dis pas à ceux qui sont dans le déni. Ils préfèrent provoquer, entourer la Chine de bases militaires, attiser les tensions autour de Taïwan, stationner des flottes dans leurs eaux. Que faisons-nous? Nous leur faisons ce qu'ils ne nous ont jamais fait. C'est une danse dangereuse, une nouvelle guerre froide qui se réchauffe pendant que nous prétendons que tout est sous contrôle. Réveille-toi. Ce n'est pas le cas. Notre système capitaliste, entrelacé avec le déclin de notre empire, est au cœur du problème. Chacun alimente la décadence de l'autre, comme un cycle vicieux qui nous entraîne vers le bas. Et c'est un endroit difficile à être, et je compatis avec mes compatriotes de toutes les couleurs politiques. C'est douloureux de voir la gloire d'antan s'évanouir. Mais il n'y a aucune excuse pour fermer les yeux. Si nous n'affrontons pas la réalité, elle continuera de s'abattre sur nous, sous forme de plus de défaites, de plus de crises économiques, de plus de chaos. La solution est claire, même si nous ne voulons pas la voir. Nous asseoir avec la Chine, négocier, coexister. Mais au lieu de cela, nous choisissons la fantaisie, le théâtre idéologique, pendant que le monde change sans nous. Combien de déceptions de plus aurons-nous besoin pour nous réveiller? La réponse est dans le vent, mais le temps nous échappe. Écoute, Amérique, l'horloge tourne. Les grandes civilisations ne tombent pas parce qu'un ennemi les abat avec des armées ou des bombes. Non, elles s'effondrent de l'intérieur, dévorées par leurs propres contradictions. Pense à l'Union soviétique. Ce n'est pas l'Occident qui l'a détruite avec des invasions ou des attaques. Elle s'est effondrée sous le poids de problèmes internes que ses dirigeants ont ignorés, repoussés et balayés sous le tapis. Pendant des années, ils ont donné des coups de pied à la boîte, évitant la réalité, jusqu'à ce que les fissures deviennent trop profondes et que le système entier s'écroule. Maintenant, arrête-toi une seconde et pose-toi cette question cruciale. Les États-Unis ne suivent-ils pas le même chemin? Il fut un temps où ce pays était un phare d'espoir et d'opportunité. Nous ouvrions grand nos portes à des vagues d'immigrants qui arrivaient avec des rêves, de l'énergie et de la créativité. Ces personnes ne se sont pas seulement intégrées, elles ont construit la grandeur de l'Amérique. Leurs mains, leurs idées, leur jeunesse et leur travail acharné ont forgé le pays qui a dominé le monde. Mais maintenant, que faisons-nous? Nous les désignons comme les méchants de l'histoire. Nous les blâmons pour nos problèmes. Nous en faisons des boucs émissaires d'un système qui ne sait plus comment absorber leur potentiel. Veux-tu rendre l'Amérique grande à nouveau? Alors, souviens-toi des mots gravés sur la statue de la liberté. Donne-moi tes fatigués, tes pauvres, tes masses entassées qui aspirent à respirer libre. Rejeter les immigrants n'est pas un signe de force. C'est un drapeau rouge de déclin. Une preuve que nous avons perdu la capacité de nous renouveler comme avant. Et ce n'est pas tout. Notre société se fracture. L'hostilité croît comme une ombre, divisant les communautés, alimentant la haine. Pendant ce temps, certains célèbrent des mesures qui punissent les télétravailleurs, comme si attaquer les employés publics, enseignants, pompiers, facteurs, les 2,5 millions de travailleurs fédéraux allaient résoudre les problèmes du pays. Croyons-nous vraiment que déchiqueter ceux qui maintiennent le système en place est la solution? Ce n'est pas de l'efficacité, c'est un acte de désespoir. C'est blâmer ceux qui ont le moins de pouvoir pour les erreurs de ceux qui en ont le plus. Le secteur corporatif, quant à lui, continue de demander des faveurs. Ils veulent plus de réduction d'impôts, comme celles qu'ils ont reçues en 2017, mais qui devaient expirer parce que le gouvernement est en faillite. Et quelle est la solution qu'ils nous vendent? Sacrifier les travailleurs, couper les services essentiels, prétendre que cela équilibrera les comptes. Cela ne fonctionnera pas. L'histoire nous crie une vérité inconfortable. Les sociétés qui ignorent sortir leur peuple, qui transforment ceux qui les ont construites en victimes de leur décadence, ne survivent pas longtemps. Mais voici la partie la plus importante. Le déclin n'est pas un destin inévitable. Nous pouvons encore changer de cap, mais seulement si nous affrontons la réalité de front. Ignorer les signaux,
blâmer les plus faibles, donner des coups de pied à la boîte. Cela ne nous mènera qu'à la même fin que d'autres grandes puissances qui se croyaient invincibles. L'Amérique est à un carrefour. Nous pouvons apprendre des erreurs du passé ou les répéter jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à sauver. Le choix nous appartient, mais le temps s'épuise. Continuerons-nous à nier l'évidence ou prendrons-nous les rênes avant qu'il ne soit trop tard? Crois-tu que le monde peut continuer à fonctionner comme toujours? Réfléchis-y à nouveau. Le modèle actuel est au bord de l'effondrement et les fissures sont de plus en plus évidentes. Tu ne peux pas forcer moins de travailleurs à produire la même chose sans que le système en souffre. C'est une illusion. Les travailleurs trouveront des moyens de résister, de saboter l'engrenage. Forcer cette idée, c'est comme prétendre qu'un moteur peut fonctionner sans huile. Tôt ou tard, il brûle. Et ne fais pas comme si réduire les impôts des entreprises tout en pressurant les citoyens était durable. C'est une bombe à retardement. Les gens ne resteront pas les bras croisés face à une charge fiscale injuste. Une révolte est au coin de la rue et quand elle éclatera, le système entier tremblera. Continuer sur cette voie, c'est comme ignorer une fuite dans la coque d'un bateau. Tu peux prétendre qu'il ne se passe rien, mais tu couleras. Les entrepreneurs, aveuglés par les profits immédiats, ne voient pas plus loin. Leur obsession est le présent, le prochain trimestre, le prochain rapport de bénéfices. Si quelque chose promet des gains rapides, ils l'adoptent sans hésiter, mais les conséquences à long terme, ils n'ont pas le temps pour ça. Leur carrière dépend de résultats immédiats. S'ils ne livrent pas, ils tombent. Ainsi, le capitalisme devient son propre bourreau, créant des problèmes qu'il doit ensuite résoudre à la hâte. Et ne crois pas que blâmer des facteurs externes résout tout. Assez de désigner les partenaires commerciaux, les immigrants ou les puissances étrangères comme les méchants. Regarde à l'intérieur. Le système lui-même montre son usure. Comme tous les grands systèmes de l'histoire, celui-ci a aussi son cycle. Ascension, gloire, déclin et, finalement, effondrement. L'ignorer, c'est refuser de voir la réalité. Parlons maintenant de l'Europe, car elle n'est pas exempte de cette tempête. L'Europe pensait pouvoir rester à l'écart, mais la réalité l'a rattrapée. La relation avec les États-Unis se refroidit. Ce n'est pas seulement une question de leadership erratique, c'est un changement structurel. Les États-Unis se replient, se concentrant sur leurs propres problèmes économiques et sur une nouvelle rivalité mondiale, la Chine. Ils n'ont plus les ressources pour maintenir leur ancien rôle de gardien du monde, ni pour gérer la Russie, ni pour soutenir un empire en déclin. Alors, à leurs alliés de toujours, Canada, Mexique, Japon, Europe, ils disent « Désolé, mais j'ai besoin de plus pour moi. Je ne peux plus continuer comme avant. » L'Europe résiste à accepter cette vérité. Elle préfère penser que c'est juste un problème temporaire, un leader incommode. Mais ce n'est pas le cas. Cela devait arriver, avec ou sans le leader du moment. Les partis peuvent se blâmer les uns les autres, mais ce n'est que du bruit. C'est comme blâmer une maladie pour ses symptômes, au lieu de traiter la cause. Et pour couronner le tout, regarde comment ils inventent des excuses absurdes. Une inflation incontrôlée des prix des aliments. Au lieu d'admettre des failles systémiques, ils pointent du doigt des facteurs externes, comme une épidémie animale. C'est un écran de fumée. La vérité est plus inconfortable, mais aussi plus claire. Le système est à bout, et tu ne peux pas continuer à l'ignorer. Ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Réveille-toi et sens la vérité. Les prix des œufs et du bacon ont grimpé en flèche, et ce n'est pas seulement parce que les poules sont malades. Que se passe-t-il vraiment avec les aliments que tu aimes? Voici l'histoire derrière cette folie. Les œufs, cet inséparable compagnon du bacon dans ton assiette, ont vu leur prix augmenter au point de te faire douter s'ils sont en or. Et le bacon, qui vient des porcs, et jusqu'à preuve du contraire, les porcs n'ont pas la grippe aviaire, est aussi hors de prix. Que se passe-t-il? Les porcs éternuent-ils aussi? Non, mon ami, la réponse est bien plus trouble. Une poignée d'entreprises capitalistes, 3 ou 4 pour être exact, contrôlent presque totalement les industries du porc et des œufs. Ce n'est pas identique dans les deux cas, mais la domination est claire, surtout pour les porcs. Pour ces entreprises, tout problème, comme une supposée grippe aviaire, est une excuse parfaite. Moins d'œufs sur le marché signifie des prix plus élevés. Et devine quoi? Ils adorent ça.
Si les prix augmentent plus que l'offre ne diminue, leurs profits s'envolent. Et, surprise, pendant cette vague d'inflation, leurs poches sont plus pleines que jamais. Attention ici, ce n'est pas seulement une histoire de poule malade ou de porc cher. C'est une radiographie de la manière dont fonctionne le capitalisme lorsqu'il penche vers le monopole. Les prix des œufs n'augmentent pas seulement à cause d'une grippe, et le bacon n'a rien à voir avec les oiseaux. C'est un schéma ancien, une tendance où quelques entreprises contrôlent tout et pressurent chaque centime de ta poche. Et pendant ce temps, que fait le gouvernement? Il court à travers le monde, à la recherche d'œufs comme s'il s'agissait d'une chasse au trésor. Mais les entreprises qui contrôlent les œufs ne sont pas si pressées de résoudre le problème. Pourquoi le seraient-elles? Elles gagnent plus que jamais. Faisons un petit voyage dans le passé. Pendant des siècles, l'Europe a été l'épicentre du monde. Du moins, c'est ce qu'on nous a fait croire en Occident. La Grèce, Rome, le féodalisme, la Renaissance. Maintenant, il semble que certains veuillent blâmer l'Europe pour les problèmes d'aujourd'hui. Ça te semble familier? Revenons aux œufs. Aux États-Unis, l'inflation des prix des œufs est folle et ils ont décidé de blâmer la grippe aviaire parce que c'est une excuse commode. Mais, comme tu le sais déjà, le bacon est aussi hors de prix et les porcs n'ont rien à voir avec les oiseaux. La vérité est qu'une poignée d'entreprises profitent de la situation pour gonfler les prix et remplir leurs poches. Ce n'est pas nouveau, c'est le capitalisme qui montre son visage le plus monopolistique. Alors, la prochaine fois que tu paieras une fortune pour ton petit déjeuner, souviens-toi, ce n'est pas seulement la grippe, c'est le système. Es-tu prêt à continuer à payer le prix de leur jeu? Prépare-toi pour une dose de réalité. Le monde change et les anciennes puissances luttent pour poursuivre le rythme. Imagine ceci, l'administration de Trump parcourt le monde à la recherche de nouvelles opportunités, tandis que l'Europe, autrefois le cœur de l'influence mondiale, s'efface dans l'ombre. Voici l'appel au réveil. Pendant des siècles, l'Europe a façonné l'histoire du monde. Pense à la Grèce, Rome, l'ère féodale et la répartition coloniale de la planète. Mais cette ère est terminée. L'Europe s'efface, coincée entre un empire américain en déclin et un empire chinois en ascension. La nouvelle guerre froide, États-Unis contre Chine, ne ressemble en rien à l'ancien affrontement entre les États-Unis et l'Union soviétique. Prête attention, car c'est crucial. Les dynamiques ont changé. Les États-Unis s'accrochent à leur domination déclinante, tandis que la Chine navigue dans l'ascension de sa propre influence mondiale. Et l'Europe? Elle est bloquée, un simple spectateur dans un monde qu'elle ne dirige plus. Regarde le conflit en Ukraine. La narrative, presque désespérée maintenant, est que la Russie prend l'avantage, même face à l'alliance étroite de l'Ukraine avec l'Europe et les États-Unis. Les leaders européens assurent qu'ils continueront à soutenir l'Ukraine, même si l'Amérique se retire. Soyons réalistes, ils n'ont pas pu gagner avec le soutien des États-Unis. Comment pourraient-ils le faire seuls? Le grand plan de l'Europe, investir 800 milliards d'euros dans la défense militaire. Ça semble audacieux, mais attends. Premièrement, cela prendra des années à réaliser, des années que l'Ukraine n'a pas. Deuxièmement, le financer implique de démanteler les précieux systèmes de bien-être social de l'Europe, la base de leur fierté sociale. C'est une lutte que les Européens ne céderont pas facilement et qu'ils perdront probablement. Voici la dure vérité. Les leaders de l'Europe, si empressés de s'aligner sur les États-Unis, sont maintenant piégés. Les États-Unis vacillent en tant qu'empire économique. Et si l'Europe ne fait pas attention, elle sera entraînée, utilisée comme un tampon pour le déclin de l'Amérique. Les États-Unis sont prêts à faire cavalier seuls, redirigeant les ressources qu'ils partageaient autrefois avec leurs alliés. Voici le coup dur. La confiance de Trump dans la rupture des liens avec le Canada et le Mexique signale un changement plus large. L'Amérique croit qu'elle peut prospérer sans ses anciennes alliances. Cela rompt radicalement avec l'approche de Biden, exposant l'écart entre les stratégies républicaines et démocrates pour maintenir le capitalisme. Pendant ce temps, l'Europe est paralysée, incapable de pivoter vers une nouvelle stratégie. Le monde avance. L'Europe parviendra-t-elle à suivre ou restera-t-elle à la traîne? Réveille-toi, société. Le carrefour où nous nous trouvons n'est pas un simple faux pas,
mais un défi qui exige notre attention immédiate. Les partis politiques, ancrés dans des agendas obsolètes, refusent d'affronter les problèmes profonds qui nous affligent. Leurs solutions, superficielles et dépassées, nous maintiennent piégés dans un cycle de stagnation. Et nous, en tant que société, sommes piégés avec eux. Mais il y a de l'espoir, et cela commence par un acte courageux. S'arrêter, observer et réfléchir. Nous n'avons pas besoin de tomber dans le piège, de désigner des coupables pour apaiser notre frustration. Une année, ce sont les immigrants. L'année suivante, les travailleurs du secteur public. Et ensuite, qui encore? Cette recherche de boucs émissaires ne fait que nous distraire. Ce dont nous avons besoin, c'est de clarté, de dialogue et d'une analyse qui va au-delà de l'évidence. Il est temps de laisser derrière nous les drames superficiels et de nous poser les questions fondamentales. Qu'est-ce qui nous retient? Comment brisons-nous ce cycle? Nous pouvons faire une différence, pas avec des cris ou des accusations, mais avec une pensée critique, des conversations honnêtes et un engagement réel dans l'organisation politique. Écoutons, analysons et agissons avec détermination. La société vacille, mais ensemble, nous pouvons construire un chemin vers l'avenir, en commençant par comprendre, puis par nous organiser pour transformer.